beaucoup. J'espère que vous avez encore un peu de courage en cette fin de journée pour écouter les dernières interventions. Alors donc je vais vous parler effectivement, donc nous allons sortir un petit peu de la guerre proprement parlée pour parler des religieux dans l'immédiat d'après-guerre et surtout la création de la DRAC. Mai 1924, arrive au pouvoir un gouvernement plus radical, celui du cartel des gauches. Le 17 juin, Édouard Herriot, président du Conseil, déclare « Nous sommes résolus à appliquer la loi sur les congrégations dans sa lettre et dans son esprit. » En août, les clarisses d'Alençon sont expulsées. La guerre est rallumée. Alors cette communication va s'appuyer bien entendu sur le livre d'Alain Toulza, La Grande Guerre des Hommes de Dieu, et également sur deux mémoires de master qui viennent d'être soutenus, l'un par Mathieu Tillier, l'autre par Léopold Lagarde, qui ont travaillé de façon inédite sur les débuts de la DRAC à partir de ces archives. Alors, rien n'aurait été possible de ces trois ouvrages sans le classement préalable des archives, un très gros et patient travail qui a été réalisé par Anne Briclair, que je veux saluer très chaleureusement aujourd'hui, travail qui a abouti à un inventaire détaillé que vous pouvez trouver sur Internet. Et Anne Munier, la secrétaire générale de l'époque, a été celle qui a la première eu la prescience que ces archives pouvaient être intéressantes et qui a œuvré pour qu'elles soient classées, et on verra donc justement tout l'intérêt de ce fonds d'archives. Mais quelle guerre rallume Édouard Herriot par son intervention? On sait que le 2 août 1914, le ministre de l'Intérieur Malvy a suspendu par décret l'application des lois dans ses dispositions contre les congrégations. Donc je n'y reviendrai pas, on les a amplement évoquées. La loi de 1901 sur les associations qui faisait exception pour les congrégations en leur demandant une autorisation qu'elles n'ont jamais obtenue par le Parlement, ce qui a abouti à des expulsions de dizaines de congrégations, notamment les Chartreux. Vous voyez une image, je suis désolée, elle n'est pas du tout bonne, elle est un peu floue, mais enfin, vous voyez quand même que les pères Chartreux se font expulser, entourés par la troupe. Ça, c'est une image qui a beaucoup circulé, qui est très connue. Et puis la loi de 1904, donc, dont l'intitulé est très clair, hein, la loi relative à la suppression de l'enseignement congréganiste, votée sous le ministère Combes. Donc on a parlé de l'exil, hein, le professeur Boniface a parlé de l'exil de ces religieux et de leur retour, surtout donc en 1914 au moment de la mobilisation. Alors, quel est le bilan de ce retour des religieux et de cette participation à la Grande Guerre? Donc, on a évoqué déjà quelques chiffres. Je dirais qu'à l'issue de la Grande Guerre, il y a d'abord donc des chiffres à proprement parler. Donc, on a cité les 9300 religieux qui étaient rentrés d'exil, dont 1500 ont été tués. Ce qui peut être intéressant, c'est la proportion. Dans le clergé français, il y a eu 1 tué sur 8. Alors qu'en Italie, par exemple, c'est 1 sur 30. Donc le clergé français a beaucoup payé. Voilà, donc ça c'est une série de tombes sur le front. On a évoqué également le livre d'or du clergé et des congrégations. C'est un élément extrêmement important qui est paru en 1925 et qui recense une grande partie de tous ces religieux et prêtres séculiers qui ont participé à la guerre. C'était une réponse à la rumeur infâme dont on a déjà évoqué les conséquences, qui donc déclaraient les curés comme des embusqués. Le livre d'or est intéressant parce que ce sont des notices qui ont été confrontées avec les listes de médaillés, de Légion d'honneur, les listes du journal officiel, et donc ce sont des notices extrêmement fiables qui y figurent. Le surtitre de ce livre, La preuve du sang, manifeste engagement massif des membres de l'Église. Au
Autre bilan, c'est la présence spirituelle des clercs, on l'a aussi évoqué. Cette présence qui a été appréciée et qui a ramené un certain nombre de soldats à la foi. Ça a permis du clergé de rédiger des livres de prière et de catéchisme, et notamment Don Moreau, dont nous allons parler, le fondateur de la DRAC, a écrit la prière du soldat français et catholique, qui a eu une certaine... qui a été assez bien diffusée sur le front. Sur le front, c'était les mêmes souffrances, les mêmes peurs, égaux devant la mort, que ce soit le curé ou l'instituteur, l'ouvrier, le propriétaire. Tous sont devenus de la même couleur de France, pour reprendre une expression de l'abbé de Pongeville, qui a été aumônier 10 mois à Verdun et qui a écrit ses souvenirs. Alors en 1918, face à ce bilan, que peut-on dire? On peut dire qu'une façon générale, le regard d'un certain nombre de soldats a changé vis-à-vis des ecclésiastiques, loin des préjugés d'avant 14 et de l'anticléricalisme qui avait sévi. Le dévouement et les pertes considérables justifient aux yeux de la population la fin de cet anticléricalisme d'avant-guerre. En 1919, la Chambre dite Bleu Horizon, conservatrice, est dans ses dispositions. Elle rétablit l'ambassade près du Saint-Siège en 1921, mais cependant il n'est pas question de revenir sur les lois laïques. Pourtant des projets de loi sont déposés pour autoriser les congrégations, notamment avec le soutien de Maurice Barrès. Le décret Malvy est donc toujours en vigueur, et c'est en s'appuyant sur ce décret, qui laisse une espèce de vide finalement juridique, pourrait-on dire, dont les congrégations profitent. Elles profitent de ce vide juridique et de la légitimité acquise au front pour rentrer progressivement en France et rouvrir leur établissement d'enseignement. C'est d'abord les jésuites, on l'a vu ce matin, qui ont payé un lourd tribut au front. Certains étaient même rentrés dès 1914 du fait de l'animosité de pays devenus ennemis comme l'Empire ottoman. Mais ce retour des religieux se fait surtout entre 1919 et 1922, mouvement de grande ampleur qui se poursuit mais à un rythme plus modéré jusqu'en 1940. Alors par exemple, les abbayes bénédictines de la Pierre-qui-Vire et d'Ancalca font d'abord relire les anciens combattants et puis après les autres religieux. Alors, dans l'immédiate après-guerre également, que se passe-t-il du côté des anciens combattants? Ils vont s'organiser en associations qui se créent pour deux raisons. D'abord pour défendre des intérêts matériels, et également pour établir des cercles de sociabilité pour prolonger la camaraderie des tranchées. Donc le père Sébron tout à l'heure nous a parlé de cette Union nationale des combattants créée par le père Brottier. Alors là, je passe, c'est une messe sur le front qui provient du diocèse aux armées. Voilà, le père Brottier dans un trou d'obus avec des soldats. Donc le père Brottier qui a créé donc cette Union nationale des combattants et qui insiste pour qu'elle soit ouverte non seulement aux catholiques mais à tous. D'autres religieux avaient ouvert la voie d'associations d'anciens combattants dès la guerre, comme l'abbé Violet, qui avait créé l'Association générale des mutilés de guerre. Donc les religieux ont pris part aussi à ce mouvement d'anciens combattants qui veut faire perdurer une camaraderie. C'est assez net chez les anciens combattants, l'union sacrée persiste après la guerre. L'anticléricalisme n'a plus l'air de faire recette. Un juriste catholique a d'ailleurs déclaré « L'anticléricalisme est mort dans la boue des tranchées ». Dans ce contexte, l'annonce d'Édouard Herriot d'appliquer la loi sur les congrégations fait donc l'effet du tonnerre dans un ciel qui était redevenu à peu près serein. En effet, Herriot veut non seulement expulser à nouveau les congrégations, mais également appliquer la loi de séparation à l'Alsace-Lorraine en supprimant le concordat et fermer l'ambassade près du Saint-Siège. Alors la DRAC est la première à réagir en se constituant dès août 1924. Les congrégations avaient senti le vent tourner quand le cartel des gauches est arrivé au pouvoir et cherchent une position commune. Dès le 12
12 juin, Dom Gauguin, abbé de l'abbaye bénédictine de Ligugé, en Poitou, envoie un de ses moines à Paris, Dom Moreau. Alors, Dom Moreau, vous voyez ces médailles qui montrent donc qui c'est un ancien combattant, ancien aumônier brancardier qui a été grièvement gazé. Il envoie Dom Moreau dans le but de discuter avec les supérieurs d'autres congrégations pour créer une association de religieux d'anciens combattants pour faire échec à une nouvelle expulsion des congrégations. Alors, il y avait déjà eu un projet identique en 1919 avec le père Aymar de Jabrin, jésuite, mais en fait il était trop tôt. En 1919, le climat était apaisé et donc les congrégations se contentaient d'une tolérance de fait. Mais là, la situation a changé, la menace est directe et justifie la création d'une association. Cependant, on hésite. Est-ce que cette association inclura aussi le clergé séculier? Est-ce qu'elle inclura aussi des laïcs? Le 2 août, c'est peut-être un peu sombre, non, là c'est plus clair. Le 2 août, l'Assemblée générale, une Assemblée générale composée majoritairement de laïcs, crée une association, loi 1901, qu'elle nomme DRAC, Ligue des droits du religieux ancien combattant. Alors au début, moi, DRAC, ça m'a beaucoup gênée, venant du ministère de la Culture, parce que pour tous ceux qui y travaillent, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Donc pas d'amalgame, ça n'a rien à voir. Voilà, le DRAC préexistait au DRAC, au pluriel. Alors, quel but se donne l'association? Dans son article 2, l'association a pour objet la reconnaissance des libertés individuelles des religieux anciens combattants et de leurs droits civiques, rendus plus incontestables que jamais par leur loyalisme au service du pays. La DRAC veut donc la reconnaissance pleine et entière pour les religieux des mêmes droits civiques que les autres anciens combattants, et plus largement pour chaque religieux. Alors la DRAC va s'assurer d'un comité de patronage prestigieux de 33 personnalités comme Henri Bordeaux, l'académicien, des hommes politiques, des responsables catholiques sociaux, le président de la CFTC, les doyens des facultés de droit des instituts catholiques de Paris et de Lille, des écrivains comme Francis James, etc. Mais elle est surtout soutenue par l'Assemblée des supérieurs majeurs. Alors cette assemblée, c'est les supérieurs donc, des congrégations, nous avons vu, qui sont à l'origine de la création de la DRAC. Cette assemblée des supérieurs majeurs se réunit 1 à 2 fois par an à l'initiative de la DRAC pour discuter de l'avancée de la campagne en faveur des religieux. Cette assemblée des supérieurs majeurs est l'ancêtre de ce qui est devenu la COREF en 1990, Conférence des religieux et religieuses de France, donc aujourd'hui, qui s'est détachée de la DRAC en 1964. Alors, l'Assemblée des supérieurs majeurs a eu un rôle très important au sein de la DRAC, une place centrale dans son activité. Donc, la DRAC est fondée en août 24. C'est la première à réagir aux menaces, mais elle est bientôt suivie. Et le père Doncoeur, en octobre 1924, écrit une lettre ouverte à Édouard Herriot. Pour l'honneur de la France, nous ne partirons pas. Cette lettre, diffusée à 1,2 million d'exemplaires par la DRAC sous forme d'affiches, a un grand retentissement dans le monde ancien combattant et sur toute la scène politique. En effet, le père Doncoeur, futur cofondateur du scoutisme français, chevalier de la Légion d'honneur, ancien combattant, est bien à sa place pour y dénoncer les embusqués de la politique. Alors, je ne résiste pas à vous lire quelques extraits de cette lettre, dont vous avez la teneur entière sur un des panneaux d'exposition au fond de la salle. Donc il s'adresse à Herriot. « J'ai été 3 fois blessé, je garde sous l'aorte un éclat d'obus reçu dans la Somme. Démobilisé, j'ai commis le crime de rester chez moi. Et maintenant, vous me montrez la porte? Vous voulez rire, monsieur Herriot. Mais on ne rit pas de ces choses. Jamais pendant 50 mois, vous n'êtes venu me trouver, ni à Tracy-le-Val, ni à Crouy, ni à Soins, ni au Fort-de-Vaux, ni à Maurepas, ni à Brimont, ni à la Côte 304, ni à Tahur. Je ne vous ai vu nulle part me parler de vos lois sur les congrégations. Et vous osez me les sortir aujourd'hui? Vous n'y pensez pas.
Ce n'est pas de courir au diable qui nous effraie. Nous ne tenons à rien, ni un toit, ni un champ. Jésus-Christ nous attend partout et nous suffira toujours au bout du monde. Mais nous ne partirons plus parce que nous ne voulons plus qu'un Belge ou qu'un Anglais, qu'un Américain ou qu'un Chinois ou qu'un Allemand, nous rencontrant un jour loin du pays, nous pose certaines questions auxquelles nous répondrions comme jadis en baissant la tête. La France nous a chassés. Pour l'honneur de la France, entendez-vous ce mot comme je l'entends? Pour l'honneur de la France, jamais nous ne dirons plus cela à un étranger. Donc nous resterons tous, nous le jurons sur la tête de nos morts. Voilà cette lettre donc, qui a secoué. Et effectivement, à la fin de 1924, la France connaît une certaine ébullition. Ce sont d'autres ligues qui se fondent, comme la Ligue nationale républicaine, la Ligue des jeunesses patriotes. Mais aussi en novembre, c'est la création de la Fédération nationale catholique avec le général de Castelnau, et en décembre, la Ligue des prêtres anciens combattants, avec l'abbé Berger, aussi ancien combattant. Alors, la Ligue des prêtres anciens combattants, PAC, prêtres anciens combattants, forment DRAC et PAC sont deux sœurs jumelles. On a vu donc au départ, la DRAC a hésité à inclure aussi les prêtres séculiers, et finalement, donc ça sera une autre association. Mais elles œuvreront longtemps ensemble, côte à côte. Donc la France est une ébullition, et la France catholique surtout est en ébullition à la fin de l'année 1924. Ce sont de grandes manifestations qui sont organisées par la DRAC, par la Fédération nationale catholique, par la PAC. Dans toutes les villes de France, évêques, députés, conseillers municipaux appellent à la paix religieuse. La Roche-sur-Yon, Toulouse, Pau, Vesoul, Lille, Le Puy. L'apogée, le 8 décembre, se trouve au Folgouette, devant la basilique mariale du Folgouette, dans le Finistère. 52 000 personnes. Les fidèles sont arrivés en 3 cortèges répartis en paroisses, chacune conduite par le maire et le curé. Présence de l'évêque de Quimper et Léon, avec des pancartes contre l'expulsion des religieux, contre la fermeture des écoles libres, pour le maintien du concordat en Alsace-Lorraine. Et ces manifestations se clôturent en février 1925 à Marseille, lorsque on recense 2 morts, ce qui provoque l'émoi. Tout ce contexte de protestation nationale est bénéfique, puisqu'il arrête les prétentions du gouvernement Herriot, qui tombe quelques mois plus tard. Donc on peut dire qu'au bout d'1 an, la DRAC peut se féliciter d'abord qu'aucun religieux n'a quitté le territoire, ce qui était son but, et que la Ligue s'est développée. Elle a maintenant le soutien de 64 évêques, de la quasi-totalité des congrégations, et elle a pu aussi se répandre donc avec des sections régionales, 36 sections régionales et plus de 30 000 cotisants. Alors venons maintenant un peu l'action de la DRAC. L'action de la DRAC qui se définit comme compagnie de choc. On trouve ça dans un rapport de la Sûreté Générale, qui a assisté à une assemblée générale des délégués de province. Il y a peut-être la Sûreté Générale dans la salle. La DRAC, dit ce rapport de la Sûreté Générale, se déclare à l'avant-garde des forces catholiques. Elle s'estime même en être la compagnie de choc et entend coordonner ses efforts pour le combat commun avec la Fédération nationale catholique. Donc, compagnie de choc, dont Moreau, lui, le fondateur, parle d'un organe de combat. Alors comment va-t-on s'organiser pour mener cette guerre? Alors le président, dont Moreau, le religieux, est un président provisoire qui laisse bientôt sa place à un laïc, Jacques Péricard, ancien combattant, qui est auréolé de gloire pour la phrase qu'il aurait prononcée « Debout les morts ». Péricard, qui est d'ailleurs le cofondateur du Comité de la Flamme en 1923, Comité de la Flamme qui organise tous les soirs le ravivage sur la tombe du soldat inconnu. Jusqu'à aujourd'hui, ça perdure. DRAC va se structurer de façon très importante avec plusieurs commissions. Là, peut-être la commission la plus originale, enfin la plus efficace et celle qui a rendu le plus de service, c'est la commission juridique. Les archives de la DRAC conservent trace de dizaines et de dizaines de dossiers, plus ou moins complets d'ailleurs, mais qui prouvent l'activité essentielle de cette commission.
elle a travaillé sur quel type de sujet? Le port de l'habit, l'ouverture des écoles libres, ou les subventions à ces écoles, les affaires financières, les assurances sociales, le retour des religieux étrangers. C'est beaucoup de conseils et juridiques et d'affaires qui sont menées. Elle a joué un rôle très important pour empêcher l'expulsion des Clarisse d'Évian, qui n'aura pas lieu. Et puis l'affaire d'Avennes-les-Aubert, où 2 jeunes gens furent verbalisés pour avoir distribué des tracts pour la famille dans les boîtes aux lettres. Ça peut rappeler certaines choses plus récentes. Intervention qui fut un succès, total. Alors, après la commission juridique, il y avait un bureau de presse. On peut dire que la DRAC a été assez moderne parce qu'elle a tout de suite vu qu'elle pouvait utiliser les médias pour relais de ses actions. Et le bureau de presse était chargé de dépouiller les quotidiens nationaux et locaux tous les jours, de repérer les articles éventuellement défavorables aux religieux pour pouvoir y répondre. Et chaque semaine, elle envoyait un communiqué à 340 journaux. Le bureau de la propagande, lui, était chargé de confectionner et de diffuser des tracts, des affiches, des dépliants et aussi des ouvrages. Alors vous voyez là un exemple d'un des nombreux tracts diffusés par la DRAC. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ces tracts étaient très soignés. Des documents incisifs avec un texte bien conçu, percutant, typographiquement bien étudié pour être lisible et attractif. Et c'est ainsi que, par exemple, dès la première année, elle a diffusé 3 millions de 20 tracts différents. Et puis, elle diffuse aussi le bulletin de la DRAC, dont le premier numéro date d'octobre 1924, et ce bulletin existe toujours. Le bureau de conférences qui organise des conférences à la fois à Paris et en province, le bureau militaire qui est chargé de démarches auprès du ministère des pensions pour les adhérents et notamment les veuves de guerre, et même une mutuelle, DRAC, une caisse autonome pour constituer des pensions de retraite. Donc une organisation assez complète. Et j'y ajouterai donc le maillage provincial qui donc permet de diffuser et d'être un relais des idées et de l'action de la DRAC partout en France. Alors, à partir de cette organisation, la DRAC va organiser différents types d'actions pour peser sur l'opinion politique, sur l'opinion publique et sur les politiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle va faire des campagnes de propagande lors des élections législatives. La première, c'est 1928. Alors, Don Moreau indique que la DRAC fera en sorte que les candidats, je cite, soient mis dans l'obligation de prendre parti sur la question qui nous occupe et de prendre des engagements formels. Nous demandons à nos ligueurs d'avoir assez de discipline pour ne jamais voter eux-mêmes pour les candidats que nous leur signalerons comme n'ayant pas accepté nos revendications et faire contre eux une campagne énergique et sans merci. Donc les termes sont clairs et le positionnement est clair. En 1936, la DRAC envoie même une espèce de questionnaire aux candidats pour leur demander quelles sont leurs positions vis-à-vis d'une loi en faveur des religieux, et on conserve donc ces différentes réponses des candidats aux législatives. Il va y avoir également l'organisation de manifestations d'ampleur pour toucher un public plus large. D'abord, il y a les congrès annuels de la DRAC, qui peuvent s'appeler aussi journée DRAC sur 1, 2 ou 3 jours, qui sont organisés à l'occasion des assemblées générales. Alors, ça commence par une messe, quand c'est à Paris, à Montmartre ou à Notre-Dame-des-Victoires, puis l'Assemblée générale, suivie d'un banquet, on est en France, puis un défilé à l'Arc de Triomphe. Alors, ce défilé est, et vous en voyez un exemple sur cette carte postale, on est en 1926, donc vous voyez les anciens combattants, les jambes de bois, et ensuite donc les religieux autour du tombeau du soldat inconnu. La DRAC organise également des meetings
qui sont plus largement ouverts. Elle choisit à chaque fois des sujets précis en invitant à la fois des personnalités en vue, mais aussi des opposants. Par exemple, en 1925, la DRAC organise avec la PAC un meeting sur plus de lois d'exception. En 1930, elle invite d'anciens aumôniers juifs et protestants. Elle avait invité également les combattants républicains, mais qui déclinent l'invitation en disant « Fermement attachés aux lois laïques, nous persistons à croire que les congrégations, avec leur organisation et leur discipline particulière, constituent une menace pour la souveraineté de l'État. » Donc là, il n'y a pas de discussion possible. Certes, les religieux sont peut-être des citoyens, mais finalement, organisés en congrégation, ils sont, malgré eux, finalement, une menace pour l'État. La DRAC va aussi œuvrer en faveur de la jeunesse. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans l'entre-deux-guerres. Beaucoup de mouvements se sont intéressés à la jeunesse et dans les deux camps, je dirais, hein, à droite comme à gauche, comme au milieu, pour former cette jeunesse. Alors la DRAC va créer en 1926, donc 2 ans après sa création, c'est très rapide, la coupe d'éloquence qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc pour les lycéens, dans le but de les former à la défense des religieux par la parole et les arguments. Cette coupe a tout de suite un grand succès et dans l'entre-deux-guerres, ce sont des centaines d'établissements qui vont y participer. Donc vous voyez là les candidats de la première coupe d'éloquence. Alors vous voyez que des hommes, que des messieurs. La coupe ne s'ouvrira aux jeunes filles qu'après la guerre. Également, la DRAC va s'intéresser à la jeunesse en formant les jeunes DRAC qui vont être nombreux autour des universités et des écoles, avec comme but premier la formation civique, mais aussi des actions de terrain comme du collage, la distribution de tracts, l'organisation de conférences. Mais le but premier, c'est vraiment de former cette jeunesse. Et puis je terminerai sur l'action de la DRAC par son action, on pourrait dire action culturelle. Je pense que elle a été particulièrement présente et sur vraiment tous les terrains. Donc je parlais des dépliants, des tracts, des affiches, des ouvrages. Elle va être aussi présente de façon peut-être un petit peu plus étonnante sur le terrain des films et des pièces de théâtre. Ces films et ces pièces de théâtre vont être produits par elle-même ou par des amis de la DRAC et vont être très très largement diffusés. Alors vous voyez ici l'affiche du premier film de la DRAC, Les religieux de France, en 1927. Un film qui dure 2 heures, qui montre les religieux aux 4 coins de France, avec une partie plus émouvante sur les monastères vides. Ce film a été vu par 1,5 million de spectateurs en quelques mois. L'année suivante, c'est la France missionnaire en Syrie qui est projetée, là vous voyez, pour la première fois en décembre 1928 en présence du maréchal Foch au palais du Trocadéro. La DRAC a l'art de la communication, vous l'avez compris, et donc essaye de mobiliser des personnalités pour porter ses revendications. Et donc elle excelle à présenter ses pièces ou ses films lors de soirées de gala avec donc des personnalités diverses. Et puis un autre exemple, une pièce de théâtre. Alors la première, c'était La goutte d'eau, qui mettait en relief l'injustice des lois et qui s'étonnait que les instituteurs communistes pouvaient enseigner dans les écoles laïques alors que les religieux ne pouvaient même pas enseigner dans des écoles libres. Terre de feu, donc là vous voyez, c'est une pièce de 1935 de Grégoire Leclos et Pierre Dumaine qui, avec sa soirée de gala, là vous voyez le programme au palais de la Mutualité. Alors, on pourrait se demander, pour terminer, comment peut se définir la DRAC. La DRAC est en fait une association, pourrait-on dire, à la croisée des genres, à la croisée du civique et du religieux.
C'est une association donc, essentiellement composée de laïcs et d'anciens combattants au service des religieux anciens combattants. Alors cette place des laïcs va de pair avec l'absence de critères de confessionnalité. En effet, il y avait aussi bien des adhérents juifs, protestants et même, dit un rapport de 1925, un franc-maçon. Même si dans les faits, les catholiques sont extrêmement présents, pour preuve, la consécration au Sacré-Cœur de la Drac en 1925, on l'a évoqué ce Sacré-Cœur à propos de Léon Bourjade, cette pratique de consécration au Sacré-Cœur était très courante durant la Grande Guerre. Donc une association essentiellement composée de laïcs et d'anciens combattants, et une association qui se veut apolitique et qui le revendiquera jusqu'au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Elle se place en effet sur le plan des droits civiques dans la légitimité républicaine. Comme le fait remarquer Corinne Bonafou-Verax dans son ouvrage sur la Fédération nationale catholique, les catholiques se constituent bien en groupe de pression, cherchant à faire reculer le gouvernement sur tel ou tel point, mais non point à le renverser. Et donc là, très clairement, la Drac est dans cette ligne. Laissons Maurice Eblé, le secrétaire général de la Drac en 1925, définir l'association. Sur le terrain du droit des citoyens, Drac se compose d'anciens combattants qui réclament pour leurs camarades religieux les droits civiques reconnus à tous les Français, d'où la devise qui résume à la fois la composition de la Ligue et son but, égaux comme au front. En fait, on pourrait dire que la Drac s'est appuyée sur la légitimité acquise par les religieux anciens combattants pour faire abolir la législation d'exception contre les congrégations. Et elle ne s'en cache pas. Nous défendrons tous les religieux comme les ayants droit des morts. Alors, dans l'entre-deux-guerres, la Drac n'a eu de cesse de faire abolir ces lois. Il y aura un certain aboutissement sous Vichy, non sans des négociations longues et difficiles. Donc Vichy va supprimer la loi de 1904, donc qui interdit aux congrégations d'enseigner, et il faut attendre 1942 pour avoir une loi sur les congrégations qui ne leur donne cependant pas entièrement le droit commun, comme toute autre association, mais facilite cependant leur reconnaissance légale. Juste un mot au sujet d'éléments qu'on a pu entendre ici ou là sur la Drac. Notamment, on a pu dire qu'il y avait une collusion avec l'Action française, avec le fascisme ou d'avoir collaboré lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est vrai qu'en 1927, quand l'Action française a été condamnée, la Drac a vu la démission d'un certain nombre de ses membres. Elle a laissé faire. Le fascisme a été dénoncé dès 1933 très fermement par la Drac. Quant à la collaboration, le conseil d'administration de la Drac en 1943 rejette très précisément la politique de collaboration de Pierre Laval. Donc la Drac, on peut dire, est restée vraiment fidèle à l'esprit de ses fondateurs et n'a jamais été inféodée à aucun parti politique. Les archives ont permis justement une étude de ces points délicats qui avaient peut-être pu soulever des discussions. Preuve s'il en était que les archives demeurent le matériau de première main indispensable à l'historien. Ces archives ne sont pas épuisées, loin de là. Elles peuvent encore faire l'objet de belles recherches par les historiens et par les étudiants. Et notamment, je pense qu'il serait intéressant de resituer la Drac dans cet ensemble de l'entre-deux-guerres et de tous ces mouvements de défense catholique. Quand par exemple, Corinne Bonafou-Verax a écrit son livre sur la Fédération nationale catholique, les archives de la Drac n'avaient pas encore été classées, donc elle n'a pu que citer sans approfondir ce sujet-là. Mais il y a donc encore de belles perspectives. Merci beaucoup.